Élever une fille, c'est arroser le jardin de son voisin. Dicton qu'on entend dans ce reportage. En fait, l'Inde va devenir le pays le plus peuplé du globe et qui sera un pays majoritairement masculin, Bruno Tertrais, à un moment ou à un autre. Alors, majoritairement masculin, attention. Oui, il y a des pays majoritairement masculins, d'autres pays majoritairement féminins. La Russie, par exemple, qui est un pays majoritairement féminin. Mais ça ne se joue pas dans des proportions visibles. Déséquilibre Les vrais déséquilibres, c'est effectivement des régions de Chine, où parfois ça va même jusqu'à un ratio de 130 jeunes hommes pour 100 femmes, ou 130 naissances de garçons contre 100 naissances de filles. On a ça aussi, on a ça essentiellement en Asie et dans certaines parties du monde. Alors dans le Caucase, curieusement, on retrouve aussi, et ça est quelque chose, on l'a dit très bien pendant le reportage, quelque chose à une ancienne tradition, préférence culturelle, regrettable, s'est ajouté les moyens aujourd'hui de détection et de surveillance de la grossesse qui font qu'il y a énormément d'avortements, effectivement, qui sont hélas dus au sexe de l'enfant. Et encore, c'est sans parler des infanticides qui, malheureusement, sont aussi une tradition ancienne dans certaines parties de l'Inde. Mais alors, ce qui est très intéressant, puisqu'on parle de l'Inde... On n'en parle jamais, hein. Enfin, je veux dire, on en parle très peu. Vous êtes on n'en parle pas assez. Mais je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent ce soir découvrent cette notion. Alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que dans le sud de l'Inde, un peu plus bas, les États, notamment le Kerala, mais pas seulement, et d'ailleurs ça vient aussi d'une tradition communiste, il y a des États qui ont une tradition d'éducation des enfants beaucoup plus solide, beaucoup plus développée, y compris garçons comme filles. Et cette tradition fait qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le taux de fécondité dans ces États du Sud baisse extrêmement rapidement. Ils sont déjà, eux, dans un cycle de transition démographique très avancé. Ça n'a rien à voir. Qu'on y pratique une égalité homme-femme. Non, garçons et filles pour l'éducation. Ah, pardon. L'éducation des enfants. J'ai rêvé pendant un instant. Et l'éducation des filles, notamment. On en parlait tout à l'heure, et c'est le levier de développement le plus important au monde. Je rejoins totalement ce que disait Madame Royal. C'est vraiment un formidable levier, non seulement d'égalité des droits, mais aussi de développement économique. Et bien là, dans l'Inde du Sud, ça marche, ça n'a rien à voir du point de vue démographique et culturel avec ce qui se passe encore aujourd'hui dans les plaines du Nord. Gérard François Dumont. Oui, je crois qu'il faut insister sur le fait que là aussi, la démographie de l'Inde, ça n'existe pas. Parce que selon les États de l'Union indienne, les niveaux, par exemple, de fécondité, dans le nord, comme l'Uttar Pradesh, vous pouvez avoir jusqu'à 4 enfants par femme, et dans le sud, 2 enfants par femme. Voire au Kerala, le niveau de la France en termes de fécondité. Et la fécondité moyenne de l'Inde, elle a baissé de moitié ces dernières décennies. Ce qui se passe dans le Kerala est dû à quoi ? Est dû tout simplement... L'éducation. Non, attention, au fait surtout, excusez-moi, surtout au progrès sanitaire. C'est-à-dire que pour que les gens adaptent à la baisse leur fécondité, il faut que les taux de survie de leurs enfants s'améliorent. Autrement dit, au XVIIe siècle, eh bien, les gens savaient très bien que s'il y avait 4 naissances dans une famille, il y en avait au moins 2 qui allaient mourir. Donc ils n'avaient que 2 personnes qui pouvaient leur succéder. Donc il faut les progrès contre la mortalité, c'est absolument fondamental. L'effondrement de la mortalité infantile, c'est fondamental. Parallèlement, Madame Royal a tout à fait raison, la scolarisation des filles, c'est aussi fondamental. Parce que aussi, c'est un lieu d'apprentissage, d'amélioration des taux de survie. Prenons un exemple simple. Des parents qui découvrent les choses, ils voient leur bébé qui a une diarrhée, ils se disent, il faut que j'arrête de lui donner à boire. L'école, c'est là où on apprend qu'au contraire, même un enfant qui a une diarrhée, il faut surtout lui donner à boire parce que sinon, il risque de mourir. Donc c'est en ça aussi qu'on fait baisser ainsi la mortalité et que du coup, ça change les comportements de fécondité. En même temps, votre reportage était très riche parce qu'il y a toute l'affaire de Dharavi. Donc on nous a montré, parce que c'est très compliqué le problème des bidonvilles. En réalité, le mot bidonville est un mot générique qui signifie des choses totalement différentes selon les territoires. Et dans ce bidonville de Dharavi, qui est considéré comme effectivement le plus peuplé du monde, presque 1 million d'habitants, en fait, il y a tout et son contraire. Il y a ce que nous avons vu, mais il y a aussi des classes moyennes. Et il y a aussi des ateliers qui vendent dans le monde entier des cuirs, des textiles. C'est absolument extraordinaire. Et ce qui fait l'attraction de Bombay, c'est en fait que c'est vraiment la capitale économique de l'Inde. C'est la ville qui a su s'inscrire le plus dans le développement économique. Et ce bidonville de Dharavi, les gens, pourquoi ils y restent et pourquoi ils y tiennent ?
malgré tous les inconvénients qu'il a. C'est tout simplement aussi parce qu'il n'est pas du tout enclavé. Il est au cœur de la ville. Oui. Donc il est à proximité de toutes les opportunités d'emploi, de travail, de contact, etc. Et d'ailleurs, à chaque fois que le gouvernement envisage de remplacer ce bidonville pour en faire des logements pour les cadres supérieurs, ce qu'on appelle la gentrification, les gens ne veulent pas. Ils veulent rester là.